Radio, pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Ça fait largement écho aujourd'hui au rapport cinglant du coroner sur le travail de la SQ dans le drame des sœurs Nora et Romy Carpentier. Luc Malouin qui met le doigt sur tous les cafouillages, les erreurs de jugement et d'exécution qui ont miné les chances de retrouver les fillettes vivantes. Alors, on commence notre joute des analystes avec un invité spécial ce soir, Luc Lavoie. Jouteur très habitué, cela dit. Bonsoir, Luc. Salut, Luc. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Et Bonsoir, salut, Sophie. Mario. On peut difficilement imaginer un rapport plus dévastateur pour la SQ, là, Luc. Ah, bien vraiment, honnêtement, je tombe en bas de ma chaise. C'est autant d'incompétence, mais moi, ce que ça m'a provoqué, surtout, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui marche au Québec? La Société d'assurance automobile, l'éducation, la santé. Moi, je pensais que la Sûreté du Québec, avec ses hauts puis ses bas, c'était une organisation crédible, c'était une organisation solide, compétente. Tu lis ce rapport-là, tu dis, oh boy, je m'étais trompé pas à peu près, hein? Donc, un petit moment de découragement généralisé sur l'ensemble de l'œuvre. Mario, première réaction à ce rapport? Oui, il ne faudrait pas être trop sévère envers l'ensemble du travail de la Sûreté du Québec. Ils ont raté cette opération-là. Je pense qu'eux-mêmes, rapidement, ils s'en sont rendus compte, n'ont pas eu les bons réflexes au bon moment au début. Remarquez qu'on entendait déjà depuis quelques années des familles de victimes de disparition. Il y en a même qui allaient jusqu'à demander une escouade spécialisée en la matière. On entendait là, que c'était pas toujours opérationnel aussi rapidement que souhaité. Là, en tout cas, on a un rapport de coroner. Ça ramènera pas à la vie ces deux petites, mais on a un rapport du coroner avec des conclusions et des recommandations là, très pointues et un ministre déterminé à ce qu'elles soient mises en application. Oui, parce qu'allez voir l'ordre de marche que François Bonnardel a donné à la SQ. Il s'attend à ce que la SQ applique 100% des recommandations et des constats du rapport Malouin. Parce que ce qui est dévastateur, c'est que c'est à deux égards dans l'essence même du travail policier. Le temps de réaction, dès qu'il est question d'enfants, on le sait, c'est pas une question d'heures, c'est une question de minutes souvent. Alors donc, bon, on explique, c'est un jeune enquêteur. Il y avait eu réduction des budgets, des moyens de la Sûreté du Québec dans la région de Québec. La tempête parfaite. Mais la SQ n'a pas réagi assez rapidement et lorsqu'elle l'a fait, elle a mal réagi. Orgueil organisationnel, dit le coroner Malouin. La SQ, donc, ce que le coroner laisse entendre, c'est que pour ne pas avoir l'air trop faible ou avouer un peu qu'il manque de moyens ou de ressources, n'a pas pris le téléphone pour appeler la police de Québec, qui avait une escouade qui aurait pu être déployée très rapidement. Et plein de bénévoles. Des bénévoles qui sont spécialisés dans la recherche en forêt. Et c'est là, mettons-nous dans les souliers de la pauvre maman qui va réagir demain, probablement. Mais c'est terrible. Donc, le temps de réaction et ensuite la façon avec laquelle... Et ça, on tombe dans l'organisation même d'un corps policier. L'ordre de marche, il était où? Et c'est pour ça qu'il faut remonter jusqu'à la tête de la Sûreté du Québec. Après... Ce qui est arrivé à Trois-Rivières, Cédrica Provencher, le drame de Cédrica Provencher, le traumatisme que le Québec a subi, comment se fait-il que la SQ apprend qu'il y a disparition de, pas une, mais de deux enfants, deux sœurs, et qu'il n'y a pas personne à la tête de la SQ qui a pris les opérations en charge dès le départ? Ce sont des questions qui sont... troublante. Absolument. Alors, on va entendre effectivement la maire Amélie Lemieux demain qui va se prononcer. Ça ouvre la porte aussi à une poursuite importante. Et on a hâte d'entendre aussi la SQ là-dessus. Je vais vous entendre aussi sur le budget de l'an 1 du Parti québécois qui a réussi son pari. On en parle encore. Le Rest of Canada réagit. Les oppositions au Québec se positionnent. Le premier ministre Legault s'est prononcé. Un Québec indépendant serait viable, dit-il, mais il y a des sacrifices à prévoir. Le chef du PQ l'a traité de tous les noms. Ses réactions. Y a-t-il quelque chose de plus insultant que de se faire traiter de Jean Charest? Il a même dit Jean Chrétien. Vous notez un tout petit sourire en coin? Que voulez-vous? Quand même. Mais une position inconfortable pour M. Legault. C'est clair. Très inconfortable. Il faut voir la caricature de Y demain. Oh, attendez, on l'a. On a lu dans vos pensées. Là, notre réalisateur va vous la présenter. Tout est là. C'est formidable. Le voici en Capitaine Canada. Capitaine Canada. Un peu inconfortable. Pas très souriant dans la caricature non plus. Effectivement, M. Legault est retourné en politique pour ne plus parler de ça. Et il faut quand même constater, Mario, je ne sais pas si on en parlait dans le corridor après ton émission à LCN,
Parlez-en mal, parlez-en en bien, mais Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi tout un coup, là, parce que il vient de contrôler l'agenda politique depuis 4-5 jours au moins, placer François Legault dans une position, on le disait, très, très inconfortable. Où est Marc Tanguay a essayé de se rattraper aujourd'hui? Où est Gabriel Nadeau-Dubois et Québec solidaire dans ce débat-là? Donc, ne serait-ce que là-dessus... Même à Ottawa aujourd'hui, même à Ottawa exactement. aujourd'hui, la discussion Poilievre, portait Mario. là-dessus. Donc... Même Pierre Poilievre qui est dans l'arène. Donc, absolument. Donc, non seulement il a réussi, Paul Saint-Pierre Plamondon, sur son terrain à l'Assemblée nationale, à imposer le sujet. Mais là, il a imposé un sujet, ni plus ni moins, à l'échelle canadienne. C'est ça. Et pour lui, c'est sûr que c'est un succès inespéré parce que oui, bon, il y a le document, la crédibilité, c'est attaquable. Certains l'ont attaqué, les coûts de transition qui sont pas comptés, etc. Mais si tu prends l'opération dans son ensemble d'un point de vue politique, c'est un hit, là. Et dans le domaine des relations publiques que j'ai pratiqué, là, c'est un coup de maître. Parce que ça fait pas seulement 2 jours qu'on en parle. Ça fait une semaine qu'on en parle. Une petite fuite ici, une petite fuite là. Tout ça extrêmement bien pensé quand tu regardes à travers le jeu. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, comme avec le cas du serment au roi, il est vraiment assez exceptionnel. 4 députés, on parle de lui constamment. Et dire que des commentateurs le traitaient de boy scout en culotte courte. Hein? Ça, c'était moi. Et n'oubliez pas la victoire. C'était Luc Allage. Mais il a changé son discours, Luc, à cet effet. Ben, écoute, il faut admirer la chose. Tu as 4 députés, il y en avait 3 jusqu'à tout récemment. Et une victoire dans la dernière partielle dans Jean Talon en passant. Bon, on poursuit notre jour des analyses un petit moment. Au retour, des voix qui s'élèvent pour demander une trêve humanitaire dans le conflit entre Israël et le Hamas. Restez là. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Alexandre, on parlait hier de ce pilote qui était, pilote, mais qui n'était pas en commandement, qui était tout simplement passager dans l'avion, qui est rentré dans le cockpit, jasé avec les autres pilotes, et tout à coup, s'est mis à vouloir fermer les moteurs. La police l'attendait à la sortie, on l'a accusé de... En fait, il a été empêché sur le coup, on s'est battu avec lui, on l'a empêché de le faire, on l'a arrêté à la sortie. Et là, on comprend mieux, aujourd'hui, on a des explications, parce qu'hier, on se demandait, mais... Est-ce qu'il était suicidaire? Est-ce qu'il était en problème de santé mentale? Pourquoi a-t-il voulu tuer tout le monde dans l'avion, arrêter les moteurs? Oui, parce que pour Joseph David Emerson, on fait face à 44 ans en ce moment, à 83 comptes là, de tentatives de meurtre, là, puis une nouvelle accusation. C'est accusation de tentative de meurtre pour chacun des passagers à bord. Là. Pour chacun des passagers à bord, et même une nouvelle accusation qui est interfering with flight crews member and attendant, donc de faire de l'interférence avec les membres du personnel de l'avion, on pourrait traduire ça comme ça. Mais là, lui explique en ce moment, là, semble-t-il, dans les documents de cours, que son explication pour tout ça, c'est qu'il aurait pris des champignons magiques, Mario, de la psilocybine avant d'être à bord de l'avion. Il n'a pas spécifié encore à quel moment précisément il aurait consommé ça, ni pourquoi. Mais ce que lui explique, c'est qu'à ce moment-là, il avait pris des champignons magiques et n'était pas lui-même. Et là, on en apprend un peu plus aussi sur comment ça se serait déroulé. Oui, est allé commencer à parler avec les 2 pilotes, le pilote et le copilote. À ce moment-là, il leur aurait dit qu'il se sentait déshydraté puis qu'il se sentait pas très bien. Et là, a attrapé les 2, donc, manivelles pour tenter de couper là, complètement les moteurs avant qu'on se batte avec lui puis qu'on l'éjecte de là. Mais lui, ce qu'il explique, ou semble-t-il, ce qu'il va tenter d'expliquer à son procès qui s'en vient, mais c'est que lui était dans une espèce de mauvais rêve. Il avait l'impression de rêver, de pas être bien, puis il dit, ben tout ce que je voulais, c'était me réveiller. Et je me disais qu'en me réveillant, en faisant crasher tout ça, en tirant sur les 2 manivelles d'urgence, ben que je me réveillerais de tout ça, Mario. Ouais. C'est sûr que ça peut sembler mince. Je sais pas si ça va tenir en cours d'avoir fait tout ça. Et là, ce qu'il explique après ça, c'est qu'il n'aurait pas dormi pendant 40 heures de suite. Donc, aurait consommé des champignons, aurait eu un nervous breakdown, donc une espèce d'effondrement nerveux, et se serait retrouvé par la suite à l'arrière. Ce qu'on explique aussi, c'est que là, ben, les agents de bord ont dû le maîtriser. Lui a dit « Faut vous menotier, sinon ça va mal finir. » Puis semble-t-il qu'après ça, il a essayé de tirer sur une autre manette d'urgence pour ouvrir les portes en arrière, par la suite, en plus de tout ça, avant qu'on puisse finalement le maîtriser et le atterrir, menotter. Et là, la police l'attendait à la porte de l'avion. Ça, oui. on le comprend bien, on l'imagine bien. Oui, je sais pas si ça va tenir comme défense, Mario. Ça semble pour le moins étrange, puis je suis pas sûr que c'est atténuant dans quoi que ce soit. Là. Mais en même temps... Pourquoi il aurait fait ça? C'est pourquoi il inventerait ça aussi? Pourquoi il aurait fait ça? C'est bizarre, parce que pourquoi il aurait fait ça? Il n'y a pas de motivation terroriste. En tout cas, c'est bien à suivre. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci, Alexandre. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio.
Cube Radio. En direct à LCN. Israël a intensifié ses bombardements. On a pu voir et entendre aujourd'hui les 2 otages libérés hier par le Hamas. Il en reste, il faut le rappeler, encore plus de 200 encore piégés là, dans la bande de Gaza. Luc, on peut imaginer l'importance des tractations en coulisses là, pour libérer les autres. À l'heure actuelle, il y a 2 pays qui s'impliquent comme médiateurs. C'est le Qatar, le tout petit Qatar, et l'Égypte, autrefois le grand leader du monde musulman. On ne sait pas... Écoute, ils en ont libéré 4. Il en reste 200, ça dépend des chiffres qu'on entend, 210 puis 220. Comment ils négocient, sur quelle base, qu'est-ce qu'ils s'offrent, qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils y arrivent, et comment peut-on rêver qu'un jour, ils vont en laisser sortir, ils vont les laisser sortir tous? On le sait pas, on ne sait pas du tout où ça s'en va, puis pendant ce temps-là, mais le débat international est en train de tourner contre Israël, et ça ne peut pas faire autrement, parce que, tu sais, il faut se poser la question, là. Quand on dit non, on ne fait pas de demande de cesser le feu maintenant parce que là, il est trop tôt. Comment il est trop tôt? Il y a 2500 enfants qui ont été tués depuis une semaine dans cette espèce de prison à ciel ouvert. Écoute, je comprends que Hamas n'a pas été exactement acceptable. C'était horrible, c'était une tragédie. Mais un massacre, carrément. Mais là, quand est-ce que tu arrêtes ça? Combien de milliers de litres de sang ça te prend pour considérer que tu es vengé? Justement, c'est ça. Non. Oui, c'est pas de venger, là. C'est pas de venger, c'est de désarmer le Hamas. Je vais te répondre. Luc, t'arrêtes quand? T'arrêtes quand le Hamas... T'arrêtes quand le Hamas est plus capable de tirer une roquette. T'arrêtes quand le Hamas a plus d'armes, que tous ses dépôts d'armes ont été vidés. T'arrêtes. C'est là qu'Israël va arrêter, quand le Hamas va être complètement désarmé. Non, ils vont arrêter avant ça parce que le monde entier va les arrêter, je te le dis. Mais en même temps... Combien de morts de plus que ça prend? Mais la question de logique qui se pose maintenant là, à cet égard-là, notamment à Emmanuel Macron, le Français qui était sur place aujourd'hui, à Justin Trudeau du Canada et autres également. La question est simple. Le Canada, notamment, Bill Blair l'a dit aujourd'hui, il faut éradiquer le Hamas. La question est simple. Comment tu peux éliminer le Hamas sans faire ce qu'Israël fait en ce moment? La question se pose, autant pour nous, ici, que pour Israël. Et puis, Israël ne peut pas, Luc, ne peut pas aller au bout de sa logique. En quoi est-ce que tu fais mal au Hamas quand tu tues des enfants? C'est la question de l'invasion terrestre. Non, mais là... C'est la grande question, parce que pour complètement décapiter le Hamas, il faut probablement une invasion terrestre, mais là, l'armée israélienne n'entre pas parce qu'elle n'a pas l'ordre de le faire. Les appels au cessez-le-feu viennent de partout. Hier, il y a eu un magnifique communiqué de Barack Obama qui fait appel. Écoute, un couloir humanitaire, oui, mais pourquoi pas une pause humanitaire? Pourquoi pas faire sortir des civils de là? Revenons sur ce qui se passe chez mais là, c'est ce qui est demandé, une pause humanitaire. On a vu les divisions là, au sein du caucus libéral la semaine dernière. Et là, le gouvernement Trudeau appuie l'idée de pause humanitaire. On va l'écouter. On doit rester ancré sur la priorité de protéger les innocents, de libérer les otages. C'est pour ça qu'on appelle pour des corridors humanitaires et on est ouvert et on appuie l'idée de pause humanitaire pour permettre l'accès à des ressources nécessaires pour les civils. Bon, le message a été relayé sur X aussi par la ministre des Affaires étrangères. Pas question, cependant, de réclamer, Mario, un cessez-le-feu en bonne et due forme. Là. Moi, j'ai trouvé que la position de M. Trudeau était équilibrée aujourd'hui. Des pauses humanitaires pour permettre justement la distribution de... Parce que là, il y a des convois qui rentrent, là, qui permettent la distribution, peut-être permettre de déplacer des otages, de les sortir de là, de poser des gestes humanitaires. Mais c'est... La notion de cesser-le-feu, ce serait nier le droit d'Israël de se défendre. Le Hamas a décidé de déclencher une guerre et puis elle doit se poursuivre. Ouais. Vous avez pensé quoi, Luc, le président français aujourd'hui, qui demande une coalition antiterroriste élargie, une trêve humanitaire. Là. Il demande, lui, il a dit, des règles qu'on ne prenne pas comme cible les civils d'un côté comme de l'autre. Il y a un impératif moral là, pour lui, c'est ce qu'il a dit. Il y a un impératif moral. Il y a, et je répète ma question de départ, combien de personnes mortes est-ce que ça prend? Parce qu'en faisant ce qu'ils font là, en les poussant vers le sud, en continuant de bombarder sur eux autres, ils touchent pas au Hamas. Le Hamas, il est dans des tunnels sous la ville. Alors, tu me diras, Mario, comment on fait pour permettre à Israël de se défendre? C'est pas une question de se défendre. Ils sont piégés complètement, puis ils leur tirent dedans.
Mais la logique actuelle est terrible et le drame des civils palestiniens l'est par-dessus tout. Mais Luc, ta question que tu poses, elle est bonne, mais est-ce que le Hamas s'est posé cette question-là le 7 octobre en allant massacrer des civils israéliens? Alors donc, le drame actuel... ne justifie pas l'autre, Paul. Je suis d'accord, mais il y a une logique. Et le drame actuel des civils palestiniens, il a commencé le 7 octobre, lorsque le Hamas est allé abattre, massacrer des civils, des femmes, des enfants. Messieurs, on n'a plus beaucoup de temps. Ce sont les horreurs de la guerre. Merci beaucoup. Merci, Luc, pour votre collaboration. Au revoir. À demain. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce jour. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain 15h30. Cet épisode